Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de saison 2 des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour Alexia. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce 10e épisode, nous vous proposons de découvrir le réseau pour l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Patrick Salès, directeur régional adjoint responsable du pôle économie, emploi, compétences, solidarité à la DRET Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Madame Élise Kabanchenko, directrice à la direction de la formation des demandeurs d'emploi du Conseil régional. Madame Odile Ferru, directrice régionale adjointe en charge des opérations à France Travail Bourgogne-Franche-Comté. Madame Émilie Bessière, directrice du GIP 21 Cap Emploi. Bonjour. Et Madame Laure Reviglio, directrice de l'Association régionale des missions locales en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Bonjour à tous. Je remercie nos invités pour leur présence aujourd'hui. Donc, juste avant de démarrer et le temps que tout le monde s'installe, parce qu'on n'est encore pas tout à fait au complet en termes de nombre de participants, parce que vous êtes très nombreux ce matin. Quelques petits rappels d'organisation. Donc, le webinaire est enregistré. Vous aurez accès à un replay sur le site d'Amphore d'ici quelques semaines. De la même manière, on va vous mettre à disposition une petite infographie de synthèse sur les points clés qui auront été abordés ce matin. Elle vous sera envoyée par mail à l'adresse de votre inscription. Et donc, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, que vous voulez réagir, vous pouvez le faire via le chat. Donc, vous avez une petite barre de tâches en bas avec une rubrique de chat où vous pouvez directement poser vos questions et on les reprendra en fin de webinaire. Et puis donc je vais donner la parole à Monsieur Salès. Et donc je vais vous poser la question, quelles sont les ambitions et les enjeux de ce réseau pour l'emploi? Merci et bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous parler bien évidemment du réseau pour l'emploi en trois temps. D'abord, effectivement, les ambitions et les enjeux. Ensuite, on verra quelles sont les grandes missions de ce réseau pour l'emploi en partant du global et puis en essayant d'aller un peu plus dans le détail pour aller vers les comités régionaux pour l'emploi. Et puis, je terminerai mon intervention par quelques points de vigilance qu'on a bien en tête et que je vous exprimerai tout à l'heure. Alors, les ambitions et les enjeux, bah, c'est la loi pour l'emploi qui a été votée en fin dernière. Elle s'articule autour de trois principaux enjeux qui ont pour objectif de renforcer l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi pour atteindre le plein emploi. Et ces trois enjeux, ils sont marqués à l'écran. Ils sont bien évidemment de refondre le processus d'accompagnement, donc d'aller sur quelque chose d'un peu plus commun entre ce qui était fait dans le cadre des conseils départementaux et dans le cadre de France Travail et des autres opérateurs. C'est aussi, on en parle ce matin, la transformation du service public de l'emploi pour travailler de manière un petit peu différente, de manière décloisonnée et pour renforcer la coopération entre l'ensemble des acteurs. Et puis, ça a été au 1er janvier dernier la transformation de l'opérateur Pôle emploi en opérateur France Travail, auquel s'associent aussi d'autres opérateurs spécialisés, les missions locales d'une part, Cap Emploi d'autre part, sur des publics un petit peu particuliers. Donc ça, c'est d'une manière générale. Les enjeux pour la région, ils sont multiples. C'est aussi de prolonger une démarche qui avait été entreprise depuis de nombreuses années, en particulier de développer et d'accompagner le succès qu'on a connu sur la première phase du FRIC. C'est aussi la volonté de continuer ce qui était fait dans le cadre du quadripartisme et en particulier du CREFOP, avec la forte mobilisation des organismes patronaux et salariés. Et puis, c'est continuer à travailler ensemble. Donc, vous avez à l'écran un certain nombre des acteurs, mais ça fait longtemps qu'on a l'habitude de travailler ensemble dans une confiance partagée, dans la construction d'objectifs en commun. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et puis, cette loi, elle s'est déclinée de manière opérationnelle dès la fin de l'année 2023, puisque on était en phase de préfiguration. Mais Élise Kabachenko du Conseil régional le détaillera dans quelques instants. Donc, si pour essayer de resituer un peu les choses, la loi, elle a défini aussi
un nouveau réseau qui est le réseau pour l'emploi avec un certain nombre d'acteurs, alors qui étaient bien évidemment connus, j'y reviendrai dans le transparent d'après, mais l'idée c'est vraiment de rassembler dans un même écosystème tous les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation pour avoir une approche plus intégrée des personnes et puis pour répondre bien évidemment aussi aux besoins des entreprises et des employeurs. Donc les missions, alors ce réseau pour l'emploi, il va se décliner au niveau territorial, hein. Il y a un comité national pour l'emploi et des comités territoriaux sur lesquels je reviendrai dans un instant. Les comités territoriaux, ils ont trois principales fonctions qui sont de piloter, de coordonner et d'adapter à la situation territoriale la mise en place des orientations stratégiques arrêtées par le comité national pour l'emploi. Donc on est dans une déclinaison un peu d'éléments stratégiques déterminés par le national. C'est de veiller aussi à la mise en œuvre des engagements de chacun des acteurs pour l'emploi, tel que c'est prévu dans le cadre du travail. Et sur ce domaine-là, l'opérateur France Travail contribue avec la mise en place d'un certain nombre d'outils pour le compte commun, en particulier sur des échanges en termes de systèmes d'information et de données et de pilotage. Et puis, les comités territoriaux, ils ont aussi pour objet de vérifier que l'exécution des différentes conventions conclues entre l'État, les collectivités territoriales, les départements sur le champ de ce domaine sont bien respectés et sont bien mis en œuvre. Donc, voilà les principales missions du réseau pour l'emploi. Comment il s'organise au niveau du, de son organisation? On essaye d'avoir mis en place une gouvernance territoriale qui est simplifiée et qui est copilotée à tous les niveaux, à la fois par les services de l'État et par la collectivité territoriale correspondante. Donc c'est au niveau régional un comité régional pour l'emploi qui a été intégré au sein du CREFOP et donc qui est présidé par le préfet de région et la présidente de région. Au niveau départemental, ce sont des comités départementaux pour l'emploi qui sont présidés par le préfet de département ou le président du conseil départemental. J'ai mis préfet, hein, mais ça peut être des préfètes ou des présidentes, bien évidemment, en fonction des départements. Et puis au niveau local, ce sont des comités locaux qui ont vocation à être présidés plutôt au niveau de l'arrondissement, par les sous-préfets et par un représentant d'un EPCI. Alors, ce sera soit une grosse mairie, soit un EPCI, donc c'est pas complètement défini. Ça, pour l'instant, c'est en train d'être discuté, en particulier entre les présidents de conseils départementaux et les préfets correspondants, sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que le décret pour l'instant de définition des comités territoriaux pour l'emploi, il est en étude au Conseil d'État et il n'est toujours pas sorti. Il est annoncé pour le mois de juin avec la mise en place de certaines choses à partir de juillet et puis une généralisation pour l'année prochaine. Le réseau, à chacun de ces niveaux, il est structuré autour de deux types d'acteurs qui ont vocation à apporter toute leur expertise. Des acteurs de droit, retrouvés principalement dans le cadre du réseau pour du service public de l'emploi, hein. Donc l'État, les régions, les départements, les communes, les groupements de communes, et puis des opérateurs, France Travail, je l'ai déjà cité, des opérateurs spécialisés, les missions locales à destination des jeunes, Cap Emploi à destination des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est le cœur opérationnel du réseau. Et puis, toute une série d'autres acteurs qui apportent des solutions d'accompagnement spécifique, et toute la partie insertion qui auparavant n'était pas forcément intégrée à ce domaine-là, en particulier au niveau régional, mais qui va l'être désormais. Et puis au niveau local, ce sont par exemple les CAF, les MSA, etc., les acteurs de l'insertion pour vraiment avoir une vision la plus large possible et la plus intégrée possible du retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. À titre d'exemple, le comité régional pour l'emploi, il a été installé officiellement par le préfet de région et par la présidente de région le 16 mai dernier. Alors, les missions principales, je vous les ai évoquées il y a quelques instants. Il a une mission spécifique puisque ça sera l'instance qui suivra le pacte formation 2024-2027, qui est la suite de ce que vous avez connu sous le nom de PRIC. Donc là, c'est le PRIC V2, comme certains l'appellent. Son nom officiel, c'est le pacte formation. Donc, il a été signé officiellement
en mars ou en avril, et avec le conseil régional, et il sera suivi particulièrement dans cette instance qui est le comité régional pour l'emploi. Sa composition, alors elle n'est pas complètement finalisée puisque, comme je vous le disais, on attend la publication du décret. Elle s'inspire fortement de la constitution du CREFOP plénier, et enfin, les membres de ce CREFOP plénier, le CREA est élargi bien évidemment aux 8 départements, conseils départementaux, donc les représentants des 8 conseils départementaux. On l'a élargi aussi aux acteurs économiques, je pense en particulier aux chambres consulaires. Et puis, il peut être élargi en fonction des thématiques retenues à des acteurs spécialisés, que ce soit sur l'orientation, sur l'insertion, sur ces domaines-là. Son organisation, donc elle va être définie aussi dans les semaines et les mois qui viennent. Elle va se caler sur le mode de fonctionnement du CREFOP et elle va nécessiter la mise en place d'un règlement intérieur qui va décliner à la fois ce qui était dans le CREFOP et à la fois ce qu'il y a dans les décrets et qui sont annoncés, en particulier en termes de participation, organisation et vote par rapport à un certain nombre de décisions. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Alors, les premiers résultats, pardon, je vais aller assez vite dessus, puisque en fait, Elise Kabachenko du Conseil régional les présentera et les mettra en perspective de ce qu'on a fait sur la préfiguration entre l'année dernière et le début de cette année. Mais je voulais juste mettre un point de projecteur sur des points qui nous paraissent importants et que je voudrais vous livrer. En fait, ce réseau pour l'emploi, on a un point de vigilance en particulier sur la bonne articulation entre les différents niveaux. Le niveau national, bien sûr, et donc le niveau régional, départemental et local. Donc là, on est plutôt sur un sens descendant, mais aussi, il faut que nous, à terme, que nous organisions correctement la remontée, donc du sens local vers départemental, départemental, régional vers national, sur 2 principales thématiques, à la fois les actions qui sont particulièrement remarquables et qui ont montré leurs fruits, leur efficacité et qui peut être intéressant de capitaliser et d'essaimer dans d'autres départements, dans d'autres régions. Donc là, on est vraiment sur le retour d'expérience et le partage de bonnes pratiques. Et puis aussi, je pense que c'est notre rôle de faire remonter aussi au national par les différents échelons les irritants qui peuvent être organisationnels, réglementaires, qui doivent être traités par les différents acteurs en fonction des prérogatives de chacun. Alors des irritants sur différents domaines, que ce soit l'insertion ou le social à traiter au niveau du conseil départemental, sur le développement économique ou la formation à traiter au niveau régional, et puis du réglementaire à traiter au niveau national. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention particulier sur lequel les services de l'État, les services du conseil régional seront attentifs dans les mois à venir, avec l'appui bien évidemment de France Travail sur la mise en place de tout ça. Voilà ce que je voulais vous présenter de manière assez globale sur le réseau pour l'emploi, ses ambitions, ses acteurs et son mode de fonctionnement. Merci de votre attention. Merci Monsieur Salès. Donc il n'y a pas de questions pour l'instant. Vous avez évoqué le partenariat fort entre les différents acteurs. Donc on va donner la parole aux côtés à un de ces acteurs, qui est le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Effectivement, il y a eu une phase de préfiguration, donc peut-être qu'il y a des éléments de retour déjà qui peuvent être partagés sur l'axe formation, sur l'axe entreprise. Et donc on va écouter Madame Kabachenko. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, dans la continuité de la présentation de Patrick Salès, peut-être dire un petit mot sur que vient faire la région dans cette aventure nouvelle et dans ces changements encore en cours et encore à définir d'un point de vue partenarial. On voit tout n'est pas ficelé, calé, mais on est en chemin collectivement. Et le point sur lequel je voulais insister ce matin, c'est que ce chemin, il a commencé de longue date en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on le rappelait, il y a un historique de partenariat dense entre les acteurs emploi, formation, insertion sur ce territoire et des convergences à un moment donné, en particulier courant 2023, sur des préoccupations communes qui s'expriment beaucoup à l'échelle régionale
dans un espace, un comité, le CREFOP, quadripartite, où les choses peuvent s'échanger et le partenariat se tisser. Pour dire qu'effectivement, côté région, qu'est-ce qu'on apporte à cette loi pour le plein emploi? Qu'est-ce qu'on a souhaité apporter dans le cadre de la préfiguration? Eh bien, c'est de se dire, compte tenu de l'histoire de la région, du partenariat intense et de convergence d'objectifs avec certains éléments de cette loi, on a souhaité s'engager avec d'autres, je pense à France Travail, dans une préfiguration régionale, la présidente se disant comment la région peut apporter la formation au déploiement de cette loi. Tout ça, ça s'inscrit dans un moment où la région était en phase de bilan et de négociation sur le nouveau pacte régional d'investissement dans les compétences, le pacte formation 2024-2027, qui a été signé en début d'année. Et en fait, il y a eu un peu convergence au moment où on faisait le bilan de ce pacte et on pouvait s'appuyer sur un certain nombre de réussites pour constater qu'elles étaient déjà dans le rapport Guilly, parce que tout ça, ça a commencé par ce rapport Guilly, en amont de la loi. On retrouvait un certain nombre d'objectifs forts sur aller vers, en particulier, les publics les plus éloignés. Et on voit les publics bénéficiaires du RSA qui sont ciblés et interpellés par la loi pour le plein emploi. Or, il se trouve que depuis 4 ans, la région Bourgogne-Franche-Comté a signé des protocoles d'accord avec chacun des 8 départements pour amener la formation dans les parcours d'insertion. Donc, on s'est dit, ce qu'on a réussi à faire dans le cadre du pacte précédent et dans le déploiement de notre politique de formation, d'essayer de co-construire avec les départements des parcours d'insertion qui mobilisaient l'outil formation, tout ça, on peut l'apporter dans le cadre de la préfiguration et aujourd'hui, dans le cadre du déploiement de la loi pour le plein emploi, on peut l'apporter à ce déploiement avec une offre de formation à destination des demandeurs d'emploi en région Bourgogne-Franche-Comté qui a des spécificités fortes. Elle vise avant tout à donner un premier niveau de qualification à des personnes très éloignées et à monter en compétence les publics pour répondre aux besoins de l'économie régionale. Et pour faire ça, aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent d'aller chercher des publics, par exemple, bénéficiaires du RSA. Je pense au dispositif Amont de la qualification, avec des plateformes qui maillent l'ensemble du territoire. Donc, il y a eu à un moment donné une convergence entre la politique régionale qui allait chercher ses publics, qui avait un historique fort avec les départements, un maillage territorial de l'offre importante. Et donc, on s'est dit, on peut apporter la formation au déploiement de cette loi et c'est l'aventure qui a démarré. Et on a souhaité, avec France Travail et la DRETS, co-construire cette préfiguration dans le cadre quadripartite qui est celui du CREFOP, puisqu'on a élaboré un plan d'action. Alors, je ne vais pas venir sur les 14 engagements qu'on a pris, mais peut-être rappeler nos 3 axes de travail avec un enjeu clé qui était tous ensemble de partager un diagnostic sur les besoins sur les territoires, les besoins en compétences. Et nos objectifs, c'était de se dire comment ensemble on peut favoriser l'accès à l'emploi des publics les plus éloignés avec une formation la plus ajustée, comment on peut améliorer le service rendu aux entreprises dans le cadre des recrutements qui sont leur quotidien et comment l'offre de formation elle peut contribuer à répondre à ces besoins d'entreprise et puis comment au regard de cette préfiguration on peut imaginer des modes de partenariat ou différents échelons territoriaux, quelle comitologie on pourrait mettre en place pour être plus efficace dans ce travail. Donc voilà ce qui nous a occupé et les chantiers qu'on a menés en 2023 au sein du CREFOP et comment on a avancé. Aujourd'hui, on quitte un peu la préfiguration, on est dans un entre-deux. La loi est là, les décrets sont pas tous là, on continue à expérimenter, à faire, à déployer. On a, comme l'a évoqué Patrick, installé le premier creux et un acte fort, en tout cas pour la région, c'est que on a décidé collectivement que ce creux, ce serait naturellement le lieu de suivi du pacte formation parce que effectivement, un des résultats importants pour la région, ça a été l'accélération des négociations autour du pacte et le fait qu'on ait pu signer ce pacte en tout début d'année et dès lors amener la formation au déploiement de cette loi pour le plein emploi. Donc, dans les résultats clés,
on met effectivement cette signature du pacte, et puis effectivement déjà des réalisations autour de l'articulation des différents outils pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises, le maillage territorial qui est apporté par une offre de formation qui permet d'aller chercher les publics les plus éloignés, nos protocoles avec chacun des 8 départements. Tout ça est en cours de renouvellement, et un ensemble d'actions qui nous permettent de répondre aux besoins des entreprises de façon coordonnée, en particulier avec France Travail. Donc voilà, la conjonction des éléments qui nous ont conduits à signer cette préfiguration, apporter la formation à la loi pour le plein emploi. Et c'est l'aventure qui est devant nous avec, comme le disait Patrick, encore des questions d'organisation. On parle de comitologie pour un conseil régional. La comitologie, c'est des dimensions techniques. D'aujourd'hui, on a des espaces techniques de travail aux différents échelons territoriaux. Mais la loi pour le plein emploi introduit aussi des comités stratégiques avec des dimensions politiques. Donc, comment tout ça va s'organiser, s'orchestrer sur le territoire, mais c'est tout ce qu'il faut encore avancer, co-construire ensemble dans les espaces déjà de dialogue et d'échange qui existent. Donc voilà ce que je pouvais avancer aujourd'hui sur notre travail de préfiguration qui va, dans un fondu enchaîné, devenir le déploiement et la mise en place de la loi pour le plein emploi. Merci beaucoup. On va continuer, puis il y a quelques questions qui arrivent, mais elles intéressent tous nos invités, donc on garde un temps à la fin pour reprendre tous ces éléments-là. On va aller interroger chacun des acteurs clés qui constituent ce réseau pour l'emploi, en leur demandant un petit retour sur le rôle qu'ils vont avoir, peut-être leur point de vigilance, leur premier retour en fait sur cette construction peut-être également. Donc, on va passer progressivement la parole à chacun de nos invités et commencer par Madame Ferreux qui représente France Travail, Bourgogne-Franche-Comté. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, j'attends peut-être que le document, voilà. Alors, avant de répondre précisément à la question des missions de France Travail dans ce nouveau contexte conventionnel, je voudrais vraiment revenir sur les objectifs de la loi plein emploi telle que l'a présenté Patrick Salès, parce que c'est extrêmement important en fait de toujours avoir en tête l'objectif de cette évolution majeure. L'objectif de la loi, c'est vraiment de tendre vers le plein emploi via une plus grande efficience de l'action collective. Alors, volontairement, j'utilise le terme efficience puisque l'objectif, c'est de ne pas de faire mieux avec les moyens que nous avons aujourd'hui et avec les acteurs déjà en place. Avec deux objectifs principaux. D'une part, donc, comme je disais, l'efficience et d'autre part, l'exhaustivité. L'objectif, c'est d'accompagner ensemble, l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi, ensemble, toutes les personnes à la recherche d'un emploi, en n'en laissant aucun au bord de la route, en évitant aussi les doubles accompagnements et en offrant à chaque personne l'accompagnement le plus approprié à sa situation. Et quand je dis accompagner toutes les personnes, c'est aussi accompagner toutes les entreprises qui cherchent à recruter. Donc, l'aller vers, ça vaut pour les demandeurs d'emploi, les personnes en recherche d'emploi, mais aussi pour les entreprises. Notre ambition, c'est de permettre à toute entreprise qui, à un moment donné, a un besoin de recrutement pour se développer économiquement, de trouver les compétences dont elles ont besoin. Aujourd'hui, on estime entre 30 et 40% des entreprises qui recrutent, qui font appel au service public de l'emploi en règle générale. Et en particulier, on est plutôt sur des grandes entreprises. La majorité aujourd'hui des très petites entreprises, des petites entreprises ne font pas forcément appel au service public de l'emploi pour recruter et elles se privent d'un certain nombre d'outils pour trouver les compétences dont elles auraient besoin et dont elles ont besoin pour se développer. Donc, pour ce faire, on l'a dit, hein, il y a d'une part l'organisation rénovée du service public de l'emploi qui devient du coup le réseau
des acteurs pour l'emploi, en s'élargissant à d'autres acteurs, en renforçant, et c'est surtout ça le plus important, la coopération entre tous les acteurs, et la transformation de Pôle emploi en France Travail. Donc, quand on parle de France Travail, pensez à l'opérateur Pôle emploi, ex-Pôle emploi, et non pas à la réforme, hein. Il y a encore des confusions, puisque pendant longtemps, on a parlé de réforme France Travail. Il ne faut plus parler de réforme France Travail, il faut parler de réforme de la loi plein emploi. Il y a la loi plein emploi, la réforme du réseau des acteurs pour l'emploi, puisque France Travail, c'est désormais l'opérateur, l'ex-opérateur Pôle emploi. Donc, l'ex-opérateur Pôle emploi qui garde ses missions propres, mais qui se voit confier de nouvelles missions en propre, et également des missions pour le compte commun, pour le compte de l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi, et je vais le détailler dans quelques instants. Alors, juste peut-être vous dire que cette transformation va se faire progressivement, hein. On n'est pas sur le grand soir, sur une transformation qui se fait en une journée. Elle se fait sur 3 ans, 2024-2027. Et c'est une transformation qui va se faire vraiment progressivement, en s'appuyant sur les expérimentations du terrain. Et aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler des expérimentations de l'accompagnement rénové des BRSA, qui se fait en Bourgogne-Franche-Comté, qui s'est fait en Bourgogne-Franche-Comté en 2023 sur Lyon, le territoire d'Avalon-Tonnerre, et sur la Côte d'Or, le territoire de Genlis-Beaune, et qui en 2024 s'étend à de nouveaux territoires, donc sur l'ensemble de Lyon, sur l'ensemble de la Saône-et-Loire, la communauté de communes de Val-de-Grès et l'ensemble du territoire de Belfort. Donc, c'est une expérimentation, vous voyez, on avance vraiment par expérimentation, on teste sur des territoires, des modalités de fonctionnement, d'accompagnement, de coopération différentes, et on en tire des leçons pour ensuite faire bénéficier de ces expérimentations les autres territoires qui s'engageront progressivement avec en cible une généralisation en 2025. Alors, pour ce qui est des missions de France Travail, donc comme je vous le disais, France Travail garde les missions qui étaient dévolues à Pôle emploi, notamment l'inscription, la mission classique d'inscription et d'annualisation des demandes d'emploi. France Travail se voit attribuer des missions complémentaires. Notamment, je vais vous en citer quelques-unes, la lutte contre le non-recours aux droits, la sécurisation de la continuité du suivi, de l'accompagnement des demandes d'emploi par l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Nous sommes chargés de veiller à ce que toute personne soit bien accompagnée par un des acteurs du réseau pour l'emploi et que cet accompagnement est effectif. C'est ce qu'on appelle la mission corde de rappel, hein, c'est le fonctionnement de corde de rappel. Nous avons aussi une nouvelle mission qui est de proposer à l'issue de la reconnaissance de l'obtention du NRQTH, de proposer avec le Cap emploi une orientation milieu ordinaire, milieu protégé, la MDPH. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à mettre en place en 2025 et d'ailleurs qui sera en test dans Lyon à partir du début 2025. Donc voilà, nous avons des missions complémentaires et puis surtout, nous voyons, l'État nous a confié des missions pour le compte de tous. Alors, une des missions, c'est de proposer et de mettre en œuvre, donc c'est un rôle de proposition et de maîtrise d'œuvre, des objets communs, c'est-à-dire des dispositifs, des process, des outils pour le compte de l'ensemble du réseau, des acteurs du réseau pour l'emploi. Donc, pas simplement pour notre propre compte, mais pour le bien commun, c'est ce qu'on appelle le patrimoine commun. Dans ces objets communs, vous avez des critères d'orientation communs à l'ensemble des acteurs. Vous avez un socle service qui sera offert aux entreprises de l'emploi, qui sera donc un socle de service de l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Vous avez des outils et services numériques, c'est très important, parce que pour qu'on fonctionne mieux ensemble, il faut que nos systèmes informatiques
communiquent, hein, donc il faut développer l'interopérabilité de nos systèmes informatiques. C'est un très, très gros chantier qui est encore en face de nous. Nous avons aussi la mise en place d'indicateurs de pilotage et d'évaluation de notre action commune commun, des outils donc de pilotage et d'évaluation. Et puis, nous avons aussi dans le patrimoine commun la proposition d'un lieu ressource, d'un lieu de formation ressources dont pourrait bénéficier l'ensemble des acteurs du réseau, qu'on appelle l'académie. Alors, très mal nommée l'Académie France Travail, mais qui est en fait l'Académie du réseau des acteurs pour l'emploi. Et puis la deuxième mission qui nous est confiée pour le compte de tous, c'est une fonction d'appui. C'est une fonction d'appui aux instances de gouvernance, telles que vous l'a présenté Patrick Salès, donc au CDE, enfin comités locaux, aux comités départementaux et aux comités régionaux et au comité national pour l'emploi. Et cela passe notamment par la proposition d'élaborer pour le compte de tous des feuilles de route, des plans d'action locaux suivis et menés par tous, et la production, comme je vous disais, d'indicateurs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions qui seront mises en œuvre collectivement par l'ensemble des acteurs du réseau. Donc, j'insiste sur le fait que ça se met en place progressivement, 2024-2025, même si aujourd'hui, on a un certain nombre de tests d'évaluation réalisés d'ailleurs avec l'ensemble de nos partenaires, notamment Mission Locale et Cap Emploi et conseils départementaux, se mènent, avec quand même une date importante qui va être le 1er janvier 2025, puisqu'au 1er janvier 2025, vous allez avoir l'inscription de toutes les personnes, non seulement de toutes les personnes en situation de recherche d'emploi qui font appel, qui demandent l'inscription à France Travail, mais également de tous les bénéficiaires du RSA conjoint et concubin, mais également de toutes les personnes reconnues travailleurs handicapés qui font appel à un accompagnement à Cap Emploi, et également de tous les jeunes de 16 à 25 ans qui en recherche d'emploi, qui font appel à l'accompagnement des missions locales. Donc là, il y a quand même, en 1er janvier 2025, il va y avoir une évolution majeure dans la notion même d'inscrit à France Travail. Je vous propose de ne pas aller au-delà, de ne pas présenter le deuxième slide et de prendre plus de temps pour répondre éventuellement aux questions. Parfait, pas de problème là-dessus. Alors les questions continuent à arriver, hein. Merci d'ailleurs à chacun de contribuer. On va reprendre des éléments. Il y a différents axes sur lesquels vous êtes intervenus qui appellent des précisions et des remarques. Donc on va continuer. On va céder la parole pour le réseau Cap Emploi à Madame Bessière avec un petit peu la même logique de question, c'est-à-dire le rôle du réseau Cap Emploi à l'intérieur de ce cadre collectif du réseau pour l'emploi. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, très, très rapidement, en 2 mots, je représente les missions du Cap Emploi. Donc, le Cap Emploi a 2 missions essentielles. Donc, on accompagne les personnes en recherche d'emploi qui sont en situation de handicap. Donc, on fait un accompagnement au projet, accompagnement à la recherche d'emploi. Et on accompagne également les salariés qui sont déjà en poste pareil, qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés ou qui souhaitent en mettre une en place pour tout ce qui est maintien en poste des personnes. Et un 3e axe, bien sûr, à destination des entreprises, comme ça a déjà été évoqué avant. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, les Cap Emploi sont bien inscrits dans la loi Plein Emploi comme appartenant au premier cercle qui a été présenté sur ce réseau de l'emploi. Donc, Cap Emploi faisait déjà partie du SPE, du service public de l'emploi, qui est aujourd'hui donc élargi dans le cadre de ce creux, ce réseau Cap Emploi, réseau pour l'emploi, je vais y arriver, je suis en train de lire mon écran en même temps, qui s'élargit donc avec les départements. La particularité, c'est vrai qu'au niveau du réseau des Cap Emploi, on est déjà
inscrit un petit peu dans ce travail de partenariat, hein, comme ça a été présenté. Le point fort, hein, c'est de pouvoir développer ce travail collaboratif à destination des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais aussi des entreprises. Et c'est vrai que les Cap Emploi, depuis maintenant quelques années, hein, dans le cadre du rapprochement Pôle Emploi Cap Emploi, ont déjà amorcé, hein, ce travail de collaboration où on est sur de la professionnalisation partagée, hein, des acteurs France Travail et Cap Emploi pour se professionnaliser, pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Donc, on accompagne déjà les personnes au sein des agences France Travail. A été évoquée la nécessité de travailler sur un SI commun. Donc, on a déjà ce partage de SI commun avec France Travail et notamment aussi les indicateurs communs spécifiques aux personnes en situation de handicap. Donc, le réseau des Cap Emploi participe à ces différentes instances. Donc, on est présent au niveau national, présent au niveau régional, départemental et local, comme ça a été précisé sur les différents niveaux. Donc, on est en cours, hein, de mise en place de ce réseau-là, comme ça a été dit. Des décrets sont encore attendus pour définir concrètement les cadres, mais pour autant, déjà sur certains territoires, des expérimentations se mettent en place, des groupes de travail avec les différents acteurs locaux qui ont été cités pour pouvoir travailler, voilà, sur un diagnostic. On a parlé de diagnostic tout à l'heure, sur les besoins spécifiques d'un territoire, les besoins du public de ce territoire, des entreprises, pour pouvoir définir des actions communes qui puissent être pilotées effectivement pour améliorer l'emploi, donc des offres de propositions d'action auprès des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises. Donc, ça se met en place et effectivement, on est sur la phase de démarrage. Donc, juste peut-être un petit point, ce que la loi Plein Emploi a apporté aussi de plus pour les personnes en situation de handicap. Peut-être juste 2-3 mots aussi, hein, de pouvoir dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il va être mis en place ce qu'on appelle à ce jour un sac à dos numérique, hein, mais qui va permettre de tracer en fait les aménagements de poste ou les besoins, hein, d'aménagement ou de compensation qu'une personne peut avoir pour que ça puisse suivre la personne dans son parcours, que ce soit en formation, à l'école, en emploi. Et puis, la possibilité aussi, ce qui est intéressant, que la personne qui a eu un aménagement de poste, hein, sur une entreprise puisse garder le bénéfice de ces aménagements et le transférer sur un futur employeur. Donc, tout ça, c'est en cours. Beaucoup de travaux encore en cours, mais voilà, ça se met en place petit à petit. Donc voilà, juste une petite présentation brève sur les spécificités Cap Emploi, et puis je pourrais répondre aux questions, aux besoins. Merci beaucoup. Donc, on continue notre petit tour de piste. Effectivement, il y a des questions sur l'accueil des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Donc, on aura l'occasion d'y revenir juste après. On va continuer sur les acteurs clés. Et donc, je vais céder la parole à Madame Réviglio pour le réseau des associations, des missions locales Bourgogne-Franche-Comté. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, peut-être quelques mots pour représenter l'ARML, donc l'association régionale qui représente les 26 missions locales de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que vous connaissez le réseau des missions locales. Donc un acteur associatif avec 26 associations dans la région Bourgogne-Franche-Comté, avec une mission de service public dans le cadre du service public de l'emploi et du service public de l'orientation. Et donc dans le cadre de l'application de la loi Plein Emploi et du réseau pour l'emploi qui est l'objet de notre échange de ce matin, les missions locales sont effectivement reconnues comme des acteurs spécialisés dans leurs compétences au sein de ce réseau pour l'emploi. Donc, l'ensemble des compétences actuelles des missions locales autour de l'accueil, de l'information, de l'accès aux droits,
des jeunes, de l'orientation et de l'accompagnement vers la formation ou l'emploi pour les 16-25 ans sont confortés, ainsi que notre rôle dans le cadre de ce qu'on appelle l'obligation de formation, notamment pour les jeunes mineurs. Donc aujourd'hui, les missions locales sont des opérateurs spécialisés de ce réseau. Elles font partie donc de ce nouvel écosystème qui vous est présenté ce matin, avec les acteurs de l'orientation, de l'emploi et de l'insertion. Et donc à ce titre, elles participent activement aux travaux qui sont déjà en cours dans le cadre de la préfiguration qui vous a été présentée. Dans le cadre de la gouvernance également, le comité régional pour l'emploi est déjà installé. L'ARML y représente les missions locales. Et dans le cadre de la préfiguration, les missions locales sont déjà aujourd'hui activement présentes dans l'ensemble des comités locaux ou départementaux qui peuvent être installés. Et ce sera encore plus le cas demain, lorsque le décret tant attendu sera enfin mis à disposition de l'ensemble des acteurs. Je voulais aussi bien signaler que l'ambition de renforcer les coopérations entre l'ensemble des acteurs qui est affichée par ce réseau pour l'emploi, elle est bien évidemment partagée par le réseau des missions locales. On a déjà dans notre région des coopérations très actives avec l'ensemble des partenaires autour de l'emploi, de la formation et de l'accompagnement des publics. Donc, on sera bien évidemment partie prenante pour renforcer encore ces coopérations. Et puis, dans le cadre des instances également, les missions locales en lien avec France Travail et puis l'ensemble des pilotes auront aussi une mission d'appui sur la partie politique jeunesse qui vont concerner les futures instances de ce réseau pour l'emploi. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Demain, effectivement, en complément de cet objectif de renforcer encore davantage les coopérations au profit des publics, parce que c'est bien l'enjeu de la réforme, les missions locales continueront l'accompagnement des publics 16-25 ans, notamment à travers des dispositifs d'accompagnement que vous pouvez connaître, peut-être le PACEA, le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, ou le contrat d'engagement jeune que nous portons conjointement avec France Travail. Donc ces dispositifs notamment vont être maintenus, mais les missions locales, au titre de leur mission du réseau pour l'emploi, vont appliquer effectivement les référentiels communs qui étaient évoqués. Nationalement, nous participons déjà assez activement aux concertations qui sont en cours sur les sujets relatifs à l'orientation, à l'inscription, au futur commun numérique et au système d'information partagé. Ce qui veut dire qu'effectivement, cela va embarquer un certain nombre de modifications à partir du 1er janvier 2025 pour les professionnels et les publics que nous accompagnons. L'enjeu de ces évolutions, c'est quand même, il faut pas l'oublier, de faciliter aussi la communication sur les parcours des publics entre l'ensemble des acteurs pour éviter ce qu'on peut parfois appeler les trous dans la raquette et d'avoir un accompagnement qui soit le plus adapté possible pour les publics concernés. Pour les jeunes qui sont accompagnés par les missions locales, ce qui va évoluer à partir du 1er janvier 2025, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est la mise en place de critères d'orientation concertés et nationaux entre les différents acteurs. Donc on s'inscrira bien évidemment dans ces critères d'orientation. La continuité des dispositifs d'accompagnement, ça je l'évoquais, mais avec une évolution concernant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Odile Ferru l'évoquait tout à l'heure. Les jeunes qui sont accompagnés par les missions locales en parcours contractualisé et en recherche d'emploi auront effectivement ce mécanisme d'inscription à France Travail qui va se mettre en place. Par contre, pour des jeunes qui viennent pour un appui ponctuel ou un accompagnement social, il n'y aura pas cette obligation d'inscription. C'est important de le dire, notamment aussi pour les jeunes mineurs qui sont accompagnés par le réseau dans le cadre de l'obligation de formation. Et puis ensuite, chaque acteur qui accompagne les différents publics sur cette base-là sera le référent de l'accompagnement de la personne. Donc voilà, c'est là aussi, on attend beaucoup d'outils pour nous permettre de faciliter cette référence et la communication entre tous. Voilà, dans les très grandes lignes, ce que je pouvais vous dire sur l'impact de cette loi plein emploi pour le réseau des missions locales. Je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à des questions.
Merci beaucoup. On va peut-être commencer le jeu des questions et j'en profite par rapport à toutes les personnes qui sont inscrites, ne pas hésiter à compléter via le chat de manière à ce que les invités puissent répondre à vos questions. C'est le moment, hein. On va commencer à retraiter des questions par rapport à ce qui a déjà été évoqué, mais vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat. On est complètement dans nos délais, donc c'est parfait. On a un temps de réponse et c'est ça de l'enjeu également, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été présentées. Donc on avait des premières réactions que je vais partager à tout le monde et je laisse nos invités par rapport à leurs différentes sensibilités peut-être compléter à plusieurs les éléments de réponse. On avait une réaction par rapport à la situation des personnes en situation de handicap qui ont, alors je vous lis hein, le commentaire, qui ont besoin d'aménagement sur le rythme, sur la durée de formation et qui ont parfois encore des difficultés à accéder à une formation de droit commun qui soit bien ajustée aux besoins des personnes. La question, c'était de savoir s'il y a un axe spécifique pour favoriser l'intégration et l'insertion en formation des personnes en situation de handicap. Je pense que il y a peut-être plusieurs réactions possibles par rapport à cette question. Je ne sais pas qui veut Peut-être commencer. peut-être Élise, sur le peut-être, si vous voulez commencer. sur la question de l'accès à la formation. Est-ce qu'il y a voilà, c'est effectivement un axe important pour la région, en tout cas, de favoriser cet accès. Dire que c'est contractuellement quelque chose qu'on suit dans le cadre du pacte formation hein, qu'on évoquait tout à l'heure, en disant que, enfin, dans le cadre de ce pacte, on a pris des engagements autour de publics cibles, donc de rentrer dans nos formations des publics cibles, dont effectivement les personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc déjà quantitativement, c'est un indicateur, on est outillé pour suivre ça. Donc je peux vous dire, voilà, par exemple, qu'au mois de mai, on a rentré 5000 personnes en formation dans le PRF régional et parmi ces 5000 personnes, il y a 17% de personnes reconnues travailleurs handicapés, ce qui est au-dessus de leur poids dans la demande d'emploi. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais en tout cas, pour vous dire qu'en collectivement, on est outillé pour suivre ça. Le deuxième niveau de réponse, c'est dire que la région a contractualisé avec la GFIP aussi pour développer des dispositifs intégrés dans le droit commun cette préoccupation. Et par exemple, la GFIP cofinance le dispositif DAC dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans le cadre de ce dispositif amont de la qualification, par exemple, on peut adapter, je pense en particulier au temps et à la durée de formation. On peut traditionnellement démarrer des parcours à temps partiel, adapter les horaires des personnes pour. Alors, c'est vrai dans le cadre de l'individualisation, mais c'est effectivement vrai pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. D'ailleurs, dans le DAC, en moyenne, on atteint 20-22% de public TH dans ce type d'action de formation. Donc, il y a un partenariat et déjà des adaptations qui sont notables. Ce qu'on a fait cette année avec la GFIP, c'est qu'on a un grand travail de donner à connaissance, en partie, je pense à la ressource handicap, hein, comment les moyens qui sont mis à disposition des organismes de formation pour adapter aussi matériellement ou travailler une nouvelle ingénierie ou des conditions d'accueil meilleures. Donc, quand on lance des marchés de formation région, dans les cahiers des charges, il y a des intentions, des obligations autour de ces publics. Donc voilà, je veux pas être plus longue, mais c'est un point d'attention collectif. C'est quelque chose qu'on suit quantitativement dans nos systèmes d'information et donc on peut partager aussi collectivement. Et on a des axes de travail, effectivement, mais je ne veux pas parler à la place aussi de la GFIP ou du réseau Cap Emploi qui en sait plus là-dessus. Mais voilà, on a encore à poursuivre ces efforts et à rendre visible un certain nombre de ressources. Et puis je terminerai parce qu'on est quand même dans un temps fort, donc en fort, à la place d'Amphore, hein, dans le cadre du plan de professionnalisation qui vous est mis à disposition. Il y a tout un parcours de professionnalisation tagué avec la GFIP sur comment on adapte l'outil formation à tout ça. Voilà, je ne serai pas plus longue. Oui, mais je peux juste compléter. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup à compléter, hein, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais effectivement, il y a la GFIP propose hein, la ressource handicap formation, qui est vraiment à destination des centres de formation pour pouvoir accompagner le centre de formation pour l'adaptation des formations ou des conditions d'accompagnement.
Et sachant que nous aussi, soit dans l'accompagnement des personnes qu'on fait nous-mêmes, bien sûr, il y a toute l'étude des besoins en formation de la personne. Il n'y a pas que les besoins d'adaptation ou de compensation sur l'emploi, c'est aussi sur la formation. Donc nous, on va faire des préconisations et on peut accompagner aussi l'organisme de formation. Mais aussi, on a ce qu'on appelle des appuis ponctuels, des appuis experts ponctuels, où on peut être interpellé par le DAC, par un organisme de formation pour pouvoir faire aussi une étude croisée sur les besoins de la personne à accueillir. Donc voilà, on est à disposition aussi de nos partenaires pour avoir ce regard un peu expert sur les besoins de compensation. Et puis voilà, pareil, je rejoins aussi la proposition de participer aux webinaires de professionnalisation qui sont très intéressants aussi sur ces thématiques-là. Merci. Je continue sur le jeu des questions. Il y a une question autour de la cartographie des outils qui aurait été mise en place. Donc, je pense que c'était dans le cadre de l'intervention de Madame Kabantonchko. Vous avez évoqué une cartographie, donc la personne souhaiterait en savoir un petit peu plus. Oui, je crois que c'était dans le cadre des interventions coordonnées pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Alors, c'est vrai qu'on a été un peu immodeste quand on a parlé de cartographie. C'est encore des choses embryonnaires, mais pour illustrer aussi le chemin en cours et comment on poursuit la construction de nos outils. Côté région, on a mis en place un nouveau marché de formation, excusez-moi, qui s'appelle le marché industrie. C'est une nouvelle façon d'acheter. On a acheter une capacité à faire des parcours adaptés au regard de postes de travail spécifiques et de recrutement dans des entreprises. Donc comme c'était un nouvel outil dans l'ensemble des outils pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises, il y a eu des réunions de travail entre professionnels de France Travail et des agents de la région qui ont cartographié les outils et se sont mis en situation en disant quand une entreprise recrute, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai des stagiaires de la formation qui vont sortir du PRF. J'ai des stagiaires qui vont sortir de PEEC où je pourrais solliciter le financeur OPCO pour monter une PEEC. J'ai un outil AFPR PEI. Voilà, j'ai un certain nombre d'outils et à quel moment je l'utilise. Donc pour vous dire que c'est embryonnaire, mais c'est vraiment tout l'enjeu aussi de la loi pour le plein emploi et du travail partenarial qu'il faut continuer à faire, c'est de se dire effectivement, dans cette situation, comment on rend visible ces outils et comment on va outiller, et France Travail en parlera mieux que moi, tout ce réseau d'acteurs qui va aller vers les entreprises, qui est en train de se structurer. Tout l'enjeu, c'est de les outiller, de leur donner ces réflexes et de se dire, voilà, j'ai ça. Est-ce qu'il y a un trou dans la raquette? C'est quoi le levier que je peux utiliser? Donc, on a des petits outils embryonnaires. Celui qui est pas embryonnaire du tout, c'est quelque chose qu'on sait plutôt bien faire dans la région collectivement. C'est en lien avec l'agence économie régionale. Quand on fait venir des entreprises de l'extérieur, on a des docs supports hyper simples de process. On appelle ça la task force recrutement. Bon, c'est un peu pompeux, mais dire que collectivement, on a réalisé ce support où France Travail dit ce qu'il sait faire, la direction économie dit ce qu'il sait faire avec la DRED sur l'accompagnement de l'installation de l'entreprise. Nous, on dit avec France Travail, on sait structurer des viviers. Donc, vous voyez, c'est ce type d'outils qu'on a su monter pour des opérations très ponctuelles pour faire venir des entreprises qu'il faut qu'on poursuive et qu'on rende visible déjà auprès du réseau des acteurs de l'emploi, des gens spécifiquement qui seront en lien avec les entreprises et puis peut-être de façon plus pédagogique à l'ensemble des acteurs que vous pouvez être autour de l'écran. Voilà. Encore pas mal de chantiers. Oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, un des enjeux très forts de la loi, c'est de mieux travailler ensemble, comme on l'a dit, et d'intervenir pour le compte de tous. C'est-à-dire quand je vais voir une entreprise, je ne vais pas simplement au titre de moi conseiller France Travail, mais au titre d'un des acteurs du réseau pour l'emploi. Et je suis en capacité de présenter l'ensemble de l'offre. C'est pas un catalogue qu'on présente, mais surtout le bon dispositif qui sera adapté aux besoins de l'entreprise, même si c'est pas un dispositif que je gère en propre. Et d'ailleurs,
entre nous, de plus en plus de dispositifs. L'objectif aussi, c'est de pouvoir être, que ces objectifs, ces dispositifs soient mobilisés, soient potentiellement mobilisés par l'ensemble des acteurs sans avoir à demander l'autorisation à l'acteur principal. Par exemple, la POI, demain, notre objectif, c'est que ça soit mobilisable par l'ensemble des acteurs du réseau et pas simplement que par France Travail, de même que l'immersion facilitée, par exemple. Donc cet objectif de connaissance de l'offre de service de l'ensemble des acteurs et demain de mobilisation en direct au nom de tous est hyper important, ce qui demande beaucoup d'investissement de temps pour bien se connaître, bien connaître les offres de services des uns et des autres et beaucoup de confiance entre nous. Ça veut dire que on donne la possibilité à un autre acteur de parler aussi au nom d'un opérateur qui n'est pas forcément présent dans la relation bilatérale avec l'employeur en l'occurrence, et on lui donne la capacité de mobiliser un outil que jusqu'à maintenant, seul moi, France Travail, est en capacité de mobiliser. Donc beaucoup de confiance, beaucoup de transparence et beaucoup de confiance. Donc ça va se construire au fur et à mesure, ça passe par des échanges, par beaucoup d'échanges, de la mise en place donc de réunions entre nous, le traitement aussi de situations très pratico-pratiques ensemble, c'est comme ça qu'on apprend aussi, et demain, la mise en place d'outils qui permet effectivement de cartographier tout ça. Alors, sur la demande d'emploi, enfin, sur l'accompagnement, on a déjà un outil, par exemple, qui s'appelle Dora, qui permet, en fonction des besoins de la personne, d'identifier les réponses possibles mobilisables sur un territoire. Et sur l'entreprise, effectivement, notre ambition, c'est d'avoir un outil à peu près identique, c'est-à-dire en fonction du besoin de l'entreprise, de savoir exactement quel outil peut être mobilisé, comment on le mobilise, quel acteur peut le mobiliser, et de manière très pratico-pratique, dans quel délai, etc., etc. Sachant, et pour finir, que pour ce qui est aussi de l'accès direct à ces outils et ces dispositifs, notre ambition aussi d'offrir aux entreprises et davantage de l'emploi la possibilité de s'auto-prescrire un certain nombre de dispositifs, et notamment pour l'entreprise, on va essayer de développer toute une offre de services en autodélivrance qui permet aux entreprises qui ont un service RH et qui sont autonomes de pouvoir bénéficier de dispositifs sans forcément faire appel à un opérateur. Merci beaucoup. Alors, ça va peut-être aller dans le sens de ce que vous venez d'évoquer sur l'outillage des entreprises, parce que une autre question, on a abordé la question du handicap plutôt par rapport au côté stagiaire, bénéficiaire, etc. La question, c'est aussi de la communication vis-à-vis des entreprises. On a une remarque sur la problématique, en fait, que les employeurs n'ont pas forcément systématiquement les éléments, qu'il y a des problèmes sur l'accessibilité des locaux, l'intégration de la personne avec son handicap, et de savoir si c'est un angle de réflexion également, cette communication vis-à-vis des entreprises sur le sujet. Pareil, ma question est ouverte à Madame Bessière, peut-être. Oui, je peux commencer et puis peut-être après, effectivement, Odile voudra compléter. Oui, oui, bien sûr, le début de réponse a déjà été donné. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises, quel que soit l'opérateur qui va être sollicité, et de pouvoir les réorienter potentiellement si c'est Cap Emploi qui pourra les accompagner au mieux pour pouvoir les conseiller sur l'accessibilité des locaux. Alors, l'accessibilité des locaux, c'est pas la seule question en fait. Souvent, c'est la porte d'entrée, mais on se rend compte que on est plutôt sur les compensations du handicap et c'est vraiment plutôt très souvent très individualisé. Et donc, on va être vraiment sur du cas par cas. Et donc, c'est tout le travail effectivement qu'on a tous à faire pour se coordonner sur quel est notre discours auprès des employeurs, comment faire évoluer les représentations justement sur le handicap. Et notamment là actuellement par le biais des teams TH qui se mettent en place à France Travail et avec Cap Emploi, c'est aussi voilà comment construire notre discours commun auprès des entreprises. Comment on fait pour faire évoluer la représentation des employeurs sur les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un travail important qu'on porte maintenant de plus en plus par la communication conjointe, mais aussi par la création d'événements pour essayer d'aller à la rencontre des employeurs, leur expliquer
Qu'est-ce que c'est, hein, une personne en situation de handicap? Il n'y a pas un handicap, il y a de multiples handicaps. Justement, de présenter qu'est-ce que c'est que des moyens de compensation, qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est pas toujours très clair. Et les accompagnements possibles derrière, potentiellement les aides financières si possible. Donc voilà, beaucoup de projets aussi conjoints pour aller à la rencontre des employeurs et faire évoluer les représentations sur la notion du handicap. Merci beaucoup. Une autre question, il a été évoqué la question d'un lieu ressource par rapport au déploiement de l'offre. Je pense que c'est Madame Ferru qui l'a évoqué. La question, c'est de savoir comment vont être choisis ou qu'est-ce qu'on entend vraiment par lieu ressource et est-ce qu'il y a un lien avec les offres de formation existantes par rapport au territoire? Alors déjà, c'est un lieu immatériel, hein, on n'est pas sur, sur un lieu physique. L'objectif, c'est, alors vous avez compris, vraiment un des enjeux de cette transformation, c'est de mieux se connaître, voire développer un socle commun de culture et de connaissances. Et pour ce faire, on s'est dit, il faut, voilà, chacun va continuer à former ses collaborateurs avec les outils dont ils disposent jusqu'à maintenant, mais ce serait bien aussi qu'on dise donc que nous ayons, qu'on dispose d'un lieu. Alors quand je dis un lieu immatériel, hein, d'une plateforme de formation commune. Auquel tous les acteurs du réseau auraient accès pour se créer cette culture commune, c'est pour installer des procédures. Tout à l'heure, on a dit qu'on aura un certain nombre de procédures qui seront complètement partagées, communes, les procédures liées à l'orientation, les procédures liées au diagnostic, au suivi du contrat d'engagement dynamique. Donc tout ça, il va falloir qu'on se mette à niveau ensemble et qu'on soit formés ensemble. Donc cette plateforme de formation a pour vocation d'installer ce socle commun de compétences, de connaissances, de savoir-faire, qui sera donc composé d'outils soit apportés par l'un ou par l'autre, soit co-construits ensemble. Donc aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle l'Académie France Travail, mais comme je vous disais, qui est très mal nommée. Malheureusement, on n'a toujours pas trouvé un autre nom, puisqu'en fait, c'est plutôt l'Académie du réseau des acteurs pour l'emploi, composée d'un certain nombre de e-learning auxquels les acteurs ont accès. Et on est en train de créer au niveau national, avec l'ensemble des têtes de réseau, de nouveaux modules pour justement offrir une offre de service enrichie dès la rentrée 2024. Merci. Je vérifie dans le chat, je crois qu'on a fait le tour des questions qui étaient posées. Il y avait une remarque sur l'adaptation de parcours par rapport à la rémunération sur le temps partiel. C'était en lien avec ce qui avait été évoqué tout à l'heure sur l'adaptation par rapport aux personnes en situation de handicap. C'était plus une remarque qu'une question. Je pense qu'on va pouvoir donner quelques éléments de conclusion. Ah, oui, mais effectivement, on va pouvoir. Il y a une dernière question qui arrive voilà. juste avant notre clôture, et ça sera la dernière. Est-ce que les SIAE ont accès à ce lieu ressource? Donc là, on est sur une configuration particulière sur l'IAE par rapport à ce que vous avez évoqué sur la plateforme, je pense, de l'académie avec les e-learning. Alors, à date, non. Mais ça peut évoluer, hein, c'est quelque chose qui peut évoluer. À date, non, pour l'instant, on est sur le premier cercle, on va dire. Mais ça peut tout à fait évoluer, hein. C'est vraiment notre objectif, c'est c'est d'acculturer et de former, de créer ce socle commun de compétences avec un maximum d'acteurs. Mais donc ça va évoluer, quand je dis pas forcément 2024, mais 2025, 2026, c'est probablement des choses qui vont évoluer.
Eh bien, en tout cas, je voudrais dire un grand merci à nos invités pour cette présentation du réseau pour l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'était pas aussi simple. Un grand merci à tous. Et il y a les temps forts continuent et donc le prochain épisode sera consacré au rendez-vous de l'actualité de la formation. Et là, ce sera Alexia qui sera notre invitée. Et ce sera pour au moins préparer cela avant la pause estivale. Et donc, on se retrouvera évidemment à la rentrée pour les autres temps forts. Encore merci à tous nos invités pour avoir participé et consacré du temps à cette préparation. Merci à tous. À très Alors, bientôt. Au merci, revoir, merci. Au merci à revoir, tous. merci. Je rappelle Au juste revoir. que Au revoir. vous allez avoir accès à un petit questionnaire de fin avec quelques éléments sur votre retour d'expérience. Vous pouvez aussi nous proposer des thématiques pour les prochains temps forts, donc de la saison 3 à partir du mois de septembre. Donc n'hésitez pas. Merci de compléter. Dès que vous allez quitter le webinaire, vous allez avoir la petite enquête qui va s'afficher. Donc merci de la compléter, de nous proposer un maximum de thématiques pour qu'on les retravaille avec vous à la rentrée et on se retrouve effectivement début juillet sur les rendez-vous de la réglementation. On va faire un petit point d'étape sur la veille juridique des éléments clés de tout ce qui a pu se passer dans l'environnement de la formation sur les 6 derniers mois. Merci beaucoup, merci encore à nos invités Au revoir. et à bientôt sur les temps Merci, au forts. revoir.